c'est parti pour la dernière table ronde de cette journée intense, très riche évidemment en échanges. C'est Nicolas Kulakowski avec qui nous avons ouvert cette journée. Il vous a parlé du réseau CID, puisqu'il s'occupe du bassin parisien du réseau, qui est accompagné pour ce troisième moment par de nouveaux visages et voix riches d'idées et de très beaux projets. Nicolas, peut-être le mieux, c'est de nous présenter cette notion de transition globale de nos économies. Comme ça paraît énorme, alors qu'en fait, c'est juste de la transversalité et du bon sens. Bon, ben j'ai plus rien à dire. Tout est dit. Voilà. Non, la transition globale de nos économies, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Le Covid est un bon exemple, mais je pense que ça fait quelques années qu'il y a une prise de conscience environnementale et sociale. C'est un changement qui est motivé par un changement des mentalités. Et c'est pour ça que je prends bien le terme social et environnemental. On l'a vu, un exemple très, très probant, c'est les gilets jaunes. On prend une mesure environnementale, mais si on ne prend pas en compte et en considération les humains, les individus qui sont concernés par cela, on peut arriver à des crises globales. Et je pense que ce type de crise, si on n'écoute pas les gens, peuvent être de plus en plus récurrentes. Et je ne prends pas de parti ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour ça, mais si les preneurs de décision ne prennent pas en considération ces sujets-là, on risque d'aller droit dans le mur et d'avoir au bout d'un moment un ras-le-bol global, même si c'est plus ou moins ce qui se passe, mais qui risque d'être vraiment généralisé. La partie plutôt environnementale, à laquelle je suis très sensible, pourquoi elle est généralisée ? C'est parce qu'elle est multisectorielle. Donc cette transversalité, cette vision holistique qui est nécessaire d'avoir lorsqu'on s'intéresse à ces sujets. Si je prends un exemple simple, l'énergie est un très bon exemple. Le photovoltaïque est un très bon exemple. C'est une énergie qui est très subventionnée depuis plusieurs années et on se rend compte peu à peu qu'il y a certains défauts. Si on s'intéresse à ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, il y a des défauts. Un produit peut être très bien lorsqu'on le consomme, mais s'il n'est pas intéressant lors de sa création ou son déchet n'est pas intéressant financièrement et pour la planète, ça pose problème. Donc c'est vraiment de prendre du recul. Il y a même une notion de spiritualité, d'une élévation qui est peut-être en train de se passer. Alors je parle avec mon prisme entouré de plein de beaux projets et c'est peut-être motivant aussi. Mais c'est vrai que quand on en parle de plus en plus à des soirées ou sur les terrasses de café, même si elles sont pour la plupart fermées aujourd'hui. Non, pas chez nous. Pas encore. Paris, j'espère pas. Je vous le souhaite pas. À Paris, ça y est, oui. Donc c'est intéressant de voir la prise de conscience globale. Quand je dis cette prise de conscience globale et multisectorielle, c'est qu'autant les artistes, les décideurs, les financiers, tout le monde à son rythme, c'est vrai, le fait et surtout à sa manière. Et c'est ça que je trouve fabuleux, cette énergie globale qui rend optimiste, même si on s'intéresse à ce que publie le GIEC, ça peut être très inquiétant. Cet organisme scientifique, groupe d'experts international donc, qui est mandaté par l'ONU, qui publie tous les ans donc, des rapports, c'est inquiétant. Si on creuse un petit peu les rapports, c'est vraiment inquiétant. Par contre, c'est une très bonne base à avoir et pour se dire, ok, ça va mal, je le sais, je suis au courant de ce qui se passe. Par contre, est-ce que je préfère m'inquiéter uniquement de ça et avoir un taux de cortisol, c'est la molécule du stress, très très élevé en permanence et du coup être déprimé, ou me dire, bon, je vais essayer de trouver des solutions par moi-même, d'agir. Il y a on peut imaginer 3 profils. Il y a les porte-voix, les gens qui vont créer des associations, qui vont mutualiser ces gens, qui vont faire des manifestations, etc. C'est une très bonne manière. Il y a les inventeurs, c'est ceux avec qui nous sommes aujourd'hui, c'est ceux qui portent ce changement, qui créent des choses, qui planchent sur ces sujets, leurs spécificités. Un industriel, lui, du jour au lendemain, il peut se dire je veux continuer à faire de l'industrie, mais de manière vertueuse. Et après, il y a ceux qui essaient de l'accompagner, d'accompagner toutes ces compétences-là. Moi, je suis pas un inventeur, j'ai pas de brevet, mais j'essaie d'accompagner au mieux ces projets et de voir quelles sont les synergies qui peuvent être trouvées. Quels sont les liens qui peuvent faire en sorte que ces projets s'imposent sur l'économie d'aujourd'hui, avec les défis d'aujourd'hui, mais aussi de demain.
Merci beaucoup. Donc précisément, 4 projets, 4 voies pour nous les présenter. J'ai envie de vous laisser faire pour changer un petit peu, parce que c'est bien de rompre la routine. Hein. D'accord. On ne va pas faire comme pour les autres tables rondes. Avec plaisir. Et donc Tristan n'est pas devant sa photo. Ça, c'est pour perturber les esprits. Je suis juste là. Donc, je suis le fondateur d'Azuvia, et chez Azuvia, on est parti d'un simple constat qui est aujourd'hui le fait que nos milieux aquatiques, à l'échelle du monde bien entendu, sont aujourd'hui pollués. Et surtout, c'est un secteur dans lequel il y a toujours du travail, puisque le monde est de plus en plus pollué. C'est quelque chose qui va continuer, qui est actif aujourd'hui, et on commence aujourd'hui à en ressentir les conséquences. Ce que tu disais, Nicolas, il faut trouver des moyens. Alors il y a effectivement des moyens sociaux, mais il y a également des moyens technologiques aujourd'hui d'agir. Et chez Azuvia, c'est notre volonté de travailler sur des nouveaux systèmes de traitement des eaux, qui ne vont pas chercher leur inspiration dans des procédés chimiques, dans des procédés mécaniques, mais plutôt dans l'observation du vivant, dans l'incroyable résilience de nos écosystèmes et dans les capacités un peu parfois surnaturelles de ce vivant, majoritairement des plantes et des micro-organismes. Chez Azuvia, on travaille au développement d'une solution de dépollution, donc pour tous les types de polluants à terme. Alors bien entendu, on séquence parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, mais on développe aujourd'hui une solution de traitement dans un premier temps des matières organiques qui est répandable à l'échelle du globe. Donc c'est une solution low-tech, le plus low-tech possible, qui est accessible pour tout le monde. Et en fait, c'est le premier système de filtration amovible par des plantes, donc par phytoépuration, des pollutions par les plantes. Aujourd'hui, on travaille depuis 2 ans au développement de cette solution, et on est déjà en mesure de traiter tous les nitrates, tous les phosphates, tous les potassiums qu'on peut avoir en concentration même importante dans nos effluents. Donc on parle ici bien entendu de traitement par exemple des effluents industriels, de traitement. On a eu des grands problèmes dans le nord-est cet été avec des rejets de laiterie, où on a des matières organiques qui sont relâchées dans les milieux naturels. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On asphyxie la faune, on dérègle la biodiversité, et c'est par des solutions qui vont chercher leur inspiration dans la nature, en tout cas c'est notre ADN chez Azuvia, qu'on va être en mesure de répondre à ces problématiques. Et on a développé depuis nos débuts également une solution pour la piscine, donc qui est une solution de transformation des piscines existantes qui utilisent des produits chimiques, donc comme le chlore, le brome, le sel, qui est quelque part un faux bon ami de la filtration écologique, puisque le sel au final libère des chlores libres. Donc en fait, quand on dit qu'on a une piscine au sel, en fait on a du chlore dans la piscine, on électrolyse le sel, on récupère le chlore, et l'idée c'est de pouvoir proposer aux particuliers de se reconnecter également avec le monde du vivant qui les entoure, et de pouvoir bénéficier de l'expérience du milieu naturel, plus saine pour l'humain et plus saine également pour son environnement. Donc voilà les deux grands produits que nous développons aujourd'hui chez Azuvia. Merci beaucoup Tristan. Donc de l'eau, on va rester sur l'élément sur la thématique eau. Je propose à votre voisin... Ah pardon. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose par rapport à Azuvia. Moi, je suis un grand fan du biomimétisme et de la bio-inspiration, et d'écouter ce qui se passe dans la nature pour innover. Et il faut savoir une chose, c'est que les applications d'Azuvia ne s'arrêtent pas uniquement à la piscine et uniquement aux eaux de baignade. Il va y avoir plein d'autres applications plus industrielles, en lien avec les hydrocarbures, en lien avec les métaux lourds, voilà, on a des applications presque quasi illimitées. Illimitées, ouais. En fait, l'idée, c'est que c'est une technologie qui va combiner des procédés fondamentalement assez proches aujourd'hui, mais distincts par leur utilisation. C'est-à-dire qu'on va combiner la technique de culture en hydroponie. Donc au lieu d'avoir des plantes qui vont filtrer de manière horizontale dans des grands jardins filtrants comme on peut avoir aujourd'hui sur les stations d'épuration, on va mettre nos plantes en verticale. Donc c'est la même méthode qu'on utilise pour faire pousser par exemple une bonne partie des fraises, des tomates, des salades que vous pouvez consommer aujourd'hui, qui sont poussées directement sans sol, donc les racines directement au contact du milieu nutritif. Et dans notre cas, c'est cet agencement de racines qui crée une espèce d'éponge avec des plantes bien entendu très spécifiques, qui nous permet de pouvoir dépolluer les eaux. Et comme disait Nicolas, les applications sont aujourd'hui à terme quasiment illimitées, puisque le vivant, encore une fois, est une
formidable source d'innovation. On a des bactéries qui sont capables de traiter les métaux lourds. On a des champignons qui sont capables de traiter les hydrocarbures. Tout ça, aujourd'hui, ça fait partie d'un savoir-faire qu'il faut construire pour apporter une brique à l'évolution du monde de demain. J'ai une question, moi, de Candide. Est-ce que ça peut marcher contre des algues comme la Jussie, qui envahit certains plans d'eau qui ne deviennent plus... Oui, tout à fait. Ouais. Sur les matières organiques, c'est exactement le procédé. C'est qu'on va ne plus rendre disponible la matière qui va permettre le développement de ces organismes. D'accord. Donc en fait, on a un système qui, sur le long terme, c'est assez rapide quand même, on est aujourd'hui capable de traiter à peu près 30 mètres cubes d'eau polluée assez lourdement en phosphate, en nitrate, en potassium par jour. Et on va avoir quand même des capacités de pollution qui peuvent être assez intéressantes sur le court terme. Et on va venir réduire, si vous voulez, ce taux de nutriments qu'on a dans le bassin. Et en fait, sur 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, vous allez voir vos nutriments dans le bassin à traiter qui vont diminuer. Et puis, à terme, vous avez une eau qui est très faible en nutriments, qui devient une eau d'excellente qualité. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va écouter Quentin nous parler de Structuris Biotech avec une solution pour lutter contre d'autres formes de pollution, plutôt de contamination. C'est ça, les contaminations biologiques. Donc, Quentin Bernard, président cofondateur de Structuris Biotech. Donc, nous, on développe des traitements de surface à visée antibiofilm et antibiocorrosion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme dans les piscines, mais surtout dans les milieux industriels, les bactéries, les champignons, ils vont adhérer à une surface, ils vont s'agréger et former ce qu'on appelle un biofilm. Ce biofilm, il peut être un risque sanitaire. Dans le monde de l'agroalimentaire, c'est très connu. Lactalis en a fait les frais il y a quelques temps. Et c'est aussi une source de dégradation du matériau, puisque ces bactéries, ces champignons, ils vont venir corroder, manger la surface, boucher des filtres, boucher des capteurs, alourdir des structures, perturber les rendements énergétiques, etc., etc. Donc ça impose aux industriels l'utilisation généralement de maintenance curative, mais donc des maintenances récurrentes qui sont aujourd'hui essentiellement à base de produits chimiques. Et donc il y a un coût et un impact environnemental. Donc nous, dans la même approche, c'est une technologie qu'on a développée avec la recherche académique qui est basée sur le biomimétisme, parce qu'on a observé dans la nature des insectes et des plantes qui présentaient à leur surface des parades, des moyens de se protéger contre ces bactéries et ces champignons. Et on s'est dit que ce serait génial de réussir à transposer ces parades, mais sur des matériaux industriels, puisque du coup, on aurait une action préventive. L'idée, c'est de bloquer l'adhésion de la bactérie et du champignon. On agit en amont du problème. On n'est plus une solution curative, on est une solution préventive. Donc du coup, l'industriel, pour lui, c'est une garantie de sa disponibilité et rentabilité de ses appareils, puisqu'il ne va plus avoir besoin à faire des maintenances de manière récurrente et il va allonger la durée de vie de ses produits. Donc je m'excuse auprès de Life Signature, parce que bon, si toutes les solutions deviennent propres, il n'y aura plus besoin de venir mesurer les contaminations. Non, je taquine, parce qu'évidemment, entre les virus, on n'a pas d'action sur les virus, et puis il y a une multitude d'applications de toute manière concernées. Donc la société est jeune, on a été créé il y a à peu près 2 ans quasiment. On est encore à l'échelle, nous, du laboratoire, avec de très bons résultats encourageants. On est notamment labellisé French Tech Seed et Deep Tech par la BPI, membre du réseau Evolen, puisqu'aujourd'hui, on a des premiers champs d'application visés qui sont le système parapétrolier et le monde du maritime, on va dire, puisque le phénomène du biofouling, on a parlé des algues là notamment, il faut savoir que quand vous voyez sur des coques de bateaux ou toute autre coque de systèmes immergés, ces fameuses coquillages et algues, c'est parce qu'elles sont venues se nourrir de biofilms, donc de bactéries et champignons. Et là encore, si avec la protection on empêchait la formation de ce biofilm, il n'y aurait plus de support d'attache à ces micro-organismes et ces organismes vivants, et donc on viendrait pallier le problème généré par le biofouling. Donc voilà pour Structuris Biotech. Et j'aimerais juste apporter un petit commentaire sur ce qui a déjà été échangé. Ce qu'il y a d'intéressant, et je trouve que c'est important de le garder en tête, et surtout dans les échanges qu'on a aujourd'hui, par rapport à la problématique de l'environnemental, parce que oui, Dieu soit loué, l'homme prend conscience de ses conséquences, mais je dirais le particulier, c'est-à-dire nous, l'homme de tous les jours. Parce qu'il faut être conscient aussi que les industriels, ils savent depuis toujours la pollution qu'ils foutent absolument partout. Il y a des études qui le montrent. D'ailleurs, les impacts de santé, que ce soit l'industrie du sucre ou ce genre de choses, ça commence seulement à émerger, mais ça fait des années que ça se sait. Et là où nous, peut-être, on a un challenge, malgré ce côté vertueux qu'on peut apporter comme solution environnementale, c'est la dimension économique. Et c'est bien beau de proposer des choses plus écologiques, ce qu'on s'y efforce, parce que fondamentalement, on y croit et on veut œuvrer pour un monde meilleur. Nous, on a toujours ce challenge aussi de s'inscrire dans une dynamique qui est économique.
Parce que l'industriel, in fine, ce qui l'intéresse, lui et ses actionnaires, c'est de faire de l'argent et de gagner plus d'argent. Enfin, concrètement, je le vois quand même dans le monde industriel, en tout cas c'est mon expérience, je la partage, c'est quand même le critère principal, et il est difficile parfois, en temps notamment de start-up, par ce biais de l'environnement, d'expliquer comment ils vont gagner de l'argent, parce que c'est quelque chose de nouveau. On est sur des cycles plus longs, c'est sur l'optimisation de matières premières, c'est sur la réduction de maintenance, face à des solutions aujourd'hui qui coûtent pas grand-chose. Et il y a tout un travail d'éducation, et c'est notamment aussi grâce aux investisseurs qui au début croient et qui savent comment nous accompagner pour éduquer ces grands industriels qui ont soi-disant une très bonne volonté. J'y crois en tout cas pour la plupart d'entre eux, je l'espère. Et là-dessus, c'est une très belle opportunité ce type d'événement puisque ça sert cet intérêt-là. Merci beaucoup. J'allais dire Tristan, non, c'est Quentin. Tout va bien. On a fait la même école, mais c'est deux personnes différentes. Oui, absolument. D'accord, donc vous avez ce lien. Et on va poursuivre le fil de l'eau avec l'eau salée, puisque elle vous sert pour les solutions Jean-Luc Longeroche de GEPS ou GEPS, comme on dit GEPS. On dit GEPS. Et on parle de solutions houlomotrices, donc qui utilisent les vagues. Les vagues, c'est ça. Pourquoi ? Pour produire de l'électricité et pour être capable d'alimenter des systèmes autonomes en mer. Donc la société a été créée maintenant il y a longtemps, presque 10 ans. On fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Elle a été créée autour de l'idée de se dire on est capable d'aller capter de l'énergie de manière hybride en mer, c'est-à-dire de combiner le vent, la houle, le soleil, le courant. Et puis l'histoire a fait que on s'est aperçu d'abord qu'on s'est intéressé au réseau et qu'il y avait plus de business immédiat dans le domaine de l'autonomie, c'est-à-dire aller alimenter des gens qui sont très loin de la côte. Et ensuite, que parmi toutes les idées qu'on avait eues, parce qu'on avait eu beaucoup d'idées, on avait plutôt une idée qui perçait, qui était comment est-ce qu'on va récupérer de la houle. Donc comment est-ce qu'on la récupère ? On construit une bouée, à l'intérieur de la bouée, on va la remplir à moitié d'eau. Et chaque fois que la bouée va se balancer, en fait, on a conditionné le circuit de l'eau et on va récupérer le circuit de l'eau dans la partie centrale avec une turbine. Donc c'est très simple, il n'y a pas de mécanique. C'est un système unique au monde. Il y a aujourd'hui 150 projets qui traitent de la houle dans le monde. On est les seuls à avoir pensé à utiliser l'eau de mer. Pourquoi, on ne le sait pas trop, mais le fait est là. Vous êtes originaire du bord de mer ? Pas du tout, je suis auvergnat. Bah alors, d'où vient cette inspiration ? Mais ça fait 20 ans que je travaille dans la construction navale. D'accord, donc il y a quand même quelque chose. Voilà. Et puis j'ai un associé et cofondateur qui, lui, a toujours travaillé dans le domaine maritime et breton d'origine. Voilà. Il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Donc voilà, l'entreprise s'est développée et à partir de 2015, on a commencé à commercialiser nos produits, principalement pour faire de la donnée en mer, aller collecter de la donnée en mer et aussi pour stabiliser les bateaux, parce que le phénomène qu'on utilise pour produire l'électricité, il a une double caractéristique. L'énergie qu'on produit sert à faire de l'électricité, mais comme on capte de l'énergie, ça a tendance à réduire le balancement du corps flottant. Donc on l'utilise aussi pour réduire le balancement des bateaux et stabiliser des bateaux. Donc on est un peu plus vieux que beaucoup de sociétés qu'on a vues aujourd'hui, avec nos 10 ans. Aujourd'hui, on vit de notre activité, puisqu'on est rentable depuis 2 ans. Le Covid est passé par là et accélère significativement notre activité. Pourquoi ? Parce que tous les gouvernements lancent des plans de relance. On a une activité aujourd'hui qui est tirée vers le haut, qui est toutes les mesures de vent préalables à la mise en place des champs éoliens. Ça explose complètement à travers le monde. Pour vous donner une idée, il y a à peu près une 50aine de bouées aujourd'hui capables de faire cette mesure de vent. On prévoit qu'en 2030, il y aura 1000 bouées en train de faire de la mesure de vent. Donc on a vraiment un marché qui est en train d'exploser. Et puis on a nos nouvelles lignes de produits qui arrivent à maturité, puisqu'on a fait des systèmes plus gros pour alimenter le pétrole. Bon, ça c'était un choix, je dirais en ce moment, qui n'est pas très porteur, vu que l'activité ralentit fortement, mais par contre qui sert aussi dans le domaine de l'éolien. Donc on a aujourd'hui une activité qui se déploie sur ce système-là. Géographiquement, c'est situé où, tous ces bouées ? On en a qui se promènent en Australie, au Danemark, on vient de répondre au Japon, Vietnam, la Méditerranée, partout où il y a du vent. En fait, paradoxalement, on utilise l'énergie des vagues partout où il y a du vent. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Nicolas, peut-être un mot, un regard sur ces deux projets. Oui, ce que je trouve passionnant avec GEPS, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai rencontré Jean-Luc, je lui ai dit mais quand même, la concurrence est rude sur ce marché-là. Beaucoup de gens se cassent les dents quand il y a un NJ qui met
ils mettent des 200-300 millions d'euros peut-être par an sur cette industrie-là. Et en fait, il me dit un truc très simple, il me dit mais on ne vend pas de l'énergie, on vend une machine. Oui. Et pour un nouvel acteur, alors depuis 10 ans quand même, sur ce marché-là, face à un gros, c'est toute la différence. Ils ne vendent pas du kilowattheure. Ils vendent une machine et une innovation qui a 1000 utilisations possibles. Donc c'est ça que je trouve passionnant dans le projet. Effectivement. Très objectif, hein, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Je propose qu'on termine le tour d'horizon en revenant sur ce qui nous relie à la Terre, un élément essentiel, mais on ne va pas parler que de chaussures à travers le projet de Morgane Cabaret. Donc Malefic Shoes, ce sont des chaussures, mais pas tout à fait comme les autres. Alors, pas tout à fait comme les autres. Et puis, il y a un lien avec l'eau. Parce que, est-ce que vous savez combien on utilise l'empreinte d'eau pour une paire de chaussures ? Peut-être 8000 litres d'eau par paire de chaussures en cuir est utilisée. Wow, c'est énorme. 4 fois plus que 4 fois plus qu'un burger. Les 500 litres. Donc, c'est colossal. On sait tous que le milieu de la mode, en général, est très polluant. Et on sait toutes, nous les femmes, qu'on est beau être devant notre placard à chaussures ou de vêtements, mais on n'a jamais rien à se mettre. Et c'est comme ça, en fin de compte, que j'ai eu l'idée de Malefic. Je ne suis pas du tout concernée. Non, je rigole. Pardon, si, bien sûr. Je plaide coupable. Ouais, je pense qu'on est toutes des fashion victimes. Voilà, c'est comme ça. Et comme on disait, on ne pourra pas faire changer les choses, on ne va pas changer. Et nous, on apporte une vraie différence. On va permettre à chaque femme d'être élégante, mais en faisant attention à la planète. Alors, comment ça a pu être possible ? C'est qu'on a créé une fixation qui est intégrée à nos chaussures et qui permet, sur chaque modèle de chaussures, de clipser, ça tient bien, de clipser les accessoires et de métamorphoser la chaussure. Donc, avec une paire de chaussures intemporelles, vous clipsez, vous déclipsez toute une gamme d'accessoires et vous personnalisez à l'infini votre chaussure. Ça permet, nous les femmes, d'avoir une chaussure, mais ne plus se lasser. Parce qu'il faut savoir que traiter les chaussures, les déchets des chaussures, chaque année, ce sont des millions de chaussures qui sont jetées. Et la chaussure, en général, elles sont produites en Chine pour 86% de la production est faite encore en Chine. Et pour nous, c'était important de regrouper toute notre production. Donc, il faut savoir que chaque paire de Malefic est piquée, cousue dans le même atelier, que nos chutes de cuir sont réutilisées pour nos accessoires. Et on a vraiment réfléchi à toute une logique, en fin de compte, de conception par rapport à nos chaussures. Et certains de nos accessoires sont réalisés par des maîtres d'art et des designers pour valoriser le savoir-faire local. Parce que aussi, c'est notre rôle de maintenir des savoir-faire en France et en Europe. Pourquoi Maléfique ? C'est pas forcément hyper positif comme ça, mais il doit y avoir une explication. Alors, il y a une explication parce que, je suis bretonne, un prénom prédestiné, Morgane, une passionnée des légendes. On est dans la métamorphose, on transforme quand même un escarpin en bottine. Donc métamorphose, transforme, maléfique. Ah, brocéliande. Brocéliande, exactement. Un petit peu d'humour. Et puis voilà comment a été créé Maléfique. Très bien. On va faire un point et on va commencer avec vous, Morgane, pour savoir quels sont vos besoins. Pardon, j'anticipe peut-être, Nicolas, sur la question. Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Juste pour un complément par rapport à ce que vient de dire Morgane, les sujets de consommation responsable. Je crois qu'il y a encore quelques siècles, une mode pouvait durer jusqu'à 4 siècles. Aujourd'hui, on a, je crois que c'est 4 Fashion Week par an. 4 collections par an. 4 collections par an. C'est vraiment abusé en fait. Donc je pense que des sujets comme ceux-là, ils sont importants sur la consommation raisonnée, la consommation responsable. Et surtout qu'il y a dans les tiroirs plein d'autres modèles. C'est pas uniquement pour les femmes. Je crois qu'il y a plein d'autres choses que vous voudriez mettre en place. Et il y a un brevet qui est déposé aussi sur ce modèle-là. Alors c'est vrai que la fixation qu'on a développée, elle est brevetée.
Il y a 2 brevets sur le concept. Ça a été 2 ans de recherche, même si ça paraît tout simple comme un bouton pression, mais c'est pas du tout comme un bouton pression. Ça a été, on a réinventé la chaussure. On n'était pas, toute l'équipe, personne n'était dans le milieu de la chaussure, mais ce qui nous a permis de créer ce concept, parce qu'on s'est pas mis de limite. Oui. Donc cette fixation, elle a été développée avec des ingénieurs mécaniques, parce qu'à la marche, il faut qu'il y ait une très bonne tenue mécanique des accessoires. Et donc il faut pas perdre les accessoires. Donc même si ça paraît tout simple et tout discret comme ça a été vraiment 2 ans de recherche et développement, 18 prototypes, et parce qu'il fallait aussi que ça soit intégré aux souliers régulièrement, que tous nos accessoires soient utilisables sur toutes nos formes de chaussures, du plat ou du très haut, et qu'on puisse vraiment trouver un système. Testé et validé. Hein, déjà, ça c'est bon. Oui, ça tient bien. Et donc, on apporte une réelle différence, parce que une paire de chaussures premier prix qui est fabriquée même en cuir en Chine, dans des conditions pas très correctes, ça va durer 6 mois. Alors qu'une paire de chaussures haut de gamme, comme on peut faire avec, c'est l'ADEME, hein, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci. Qui nous permet de nous dire que nos chaussures, nos souliers vont durer entre 4 et 5 ans. Donc une femme avec nos accessoires ne va pas se lasser de sa paire et va la réutiliser à l'infini. Et ça permet en fin de compte de faire des économies pour la planète, de préserver notre planète et d'acheter vraiment différemment. Petite question, Morgane, même si c'est pas trop mon rôle, mais combien d'eau on peut économiser? Je me souviens que tu m'avais donné ce chiffre une fois. 56 000 sur 4 ans, 56 000 litres par paire de chaussures vendues. Par paire, en fait, le chiffre. Oui. Par paire. Très intéressant. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a un lien à l'eau en fin de compte. Eh ben oui. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'empreinte d'eau qu'on peut avoir sur une paire de chaussures, ce qui est colossal. Donc voilà. Merci. On fait un petit tour d'horizon pour savoir vos besoins, comme on a pu le faire sur les autres tables rondes. Pour les 6 prochains mois, la priorité, c'est quoi? C'est combien? Alors dans les 6 prochains mois, les jalons qui se présentent pour nous, on aura un prototype de digue énergisée, il y a une nouvelle ligne de produits qui arrive à l'eau dans les 6 prochains mois. On aura normalement signé la première commande de notre plateforme moyenne puissance. Et puis si tout va bien, on aura poursuivi le développement de 2 nouvelles filiales avec des industriels importants, donc beaucoup de jalons. Donc pour faire ceci, nos besoins, on est en train de réaliser un petit bridge entre guillemets de 1 million d'euros d'ici le mois de décembre, là où on a déjà embarqué un certain nombre d'investisseurs. Il nous reste 300 000 à trouver d'ici la fin de l'année sur une valo plus que raisonnable. Et après, on a prévu fin 2021 une opération de plus grande envergure, tout simplement pour être maintenant capable vraiment de financer notre développement. On n'est plus dans la R&D, là c'est vraiment, on a des projets qui arrivent, il faut qu'on achète des bouées, qu'on produise des bouées et ainsi de suite. Et donc fin 2021, on va chercher entre 5 et 7 millions d'euros à peu près. Très bien. Merci beaucoup. Pour Malefic Shoes. Alors nous, on a fait la preuve du concept. On vient d'être sélectionné par la fédération pour représenter la fédération de la chaussure au MICAM en Italie, si le salon a lieu, forcément, parce qu'avec en début d'année, on espère en janvier. Et là, c'est vraiment l'axe sur la commercialisation. Donc on a besoin de 250 000 euros pour structurer la distribution des produits maléfiques et la communication et le marketing. Très bien. Merci beaucoup. On continue avec Tristan. Alors, concernant Asuvia, nous, on vient de terminer un premier tour de table qui a clôturé cet été. On est en phase de développement produit maintenant de notre solution pour la piscine, donc de notre filtre naturel pour la piscine. Quand je dis qu'on est sur une phase de développement produit, c'est qu'on a aujourd'hui un procédé qui est validé. On est cependant dans le monde de l'environnement des particuliers. On est dans le jardin, on est dans le bien-être. Il y a des notions sur ce produit d'esthétisme, de design. On est plus sur des sujets de développement produit sur ces aspects-là. Moins aujourd'hui sur la technique qu'on a validée. Et puis, donc l'objectif pour nous, c'est d'ici les 6 prochains mois d'avoir nos 15 références clients. Aujourd'hui, on a un client qui a signé déjà et
4 dossiers clients en cours sur le volet piscine. Et en parallèle, on mène nos tests, puisque la base du procédé, c'est ce qui est intéressant avec ce que nous avons développé, c'est qu'on a un même procédé pour différents types d'applications. Et sur la base de ce procédé-là, on développe aujourd'hui la première solution amovible de dépollution des matières organiques qui sera effective à partir probablement d'avril, mai 2021. Ah oui. Donc ça va vite, oui, parce que c'est le même développement, le même procédé. Et pour cette période-là, on va rechercher, donc plutôt pour avril-mai également, 300 000 euros supplémentaires pour financer nos débuts de commercialisation sur la baignade. Et puis pouvoir continuer nos travaux de recherche, puisque comme disait Nicolas tout à l'heure, on est une équipe de 4 ingénieurs, un docteur, spécialisé dans les procédés de traitement des eaux par biofiltre. Et il y a tout un panel de dépolluants à envisager, à traiter. Et on a un programme de recherche qui va courir jusqu'à 2024-2025 pour ça. Voilà. Donc on n'a pas fini avec la recherche et développement, c'est notre savoir-faire, c'est notre cœur de métier. Donc ça fait partie vraiment de nos besoins aujourd'hui. Merci beaucoup Tristan. Quentin, les priorités pour les prochains mois? La priorité côté structuriste, c'est pareil de la R&D, le passage sur le terrain. On a vérifié que le procédé de traitement de surface fonctionnait en laboratoire. Donc maintenant, il faut qu'on prouve la scalabilité, que ce soit d'un point de vue industriel et économique pour ces fameux industriels. Donc à 6 mois, c'est la signature justement de ces démonstrations de terrain avec ces grands comptes. Et pour arriver ou troisième trimestre de 2022 à un prototype terrain validé et donc un passage sur des essais type pré-série, petite série pour ces premières applications envisagées. Donc le besoin en termes de financement privé, il a été estimé à un ticket, on va dire, qu'il avoisine les 600 000 euros pour aller faire effet de levier avec le French Tech Seed et des financements publics, notamment CIR, programmes européens et autres auxquels on est éligible. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, un mot avant? Non, bien, on va lancer les questions éventuelles. Vous laissez la parole si vous avez envie besoin d'une précision, d'un éclairage particulier, d'une question qu'on n'a pas posée. Si, c'était quoi l'école que vous avez fait tous les deux? Non, parce que c'est ma curiosité naturelle qui parle. En fait, on est des amis de promotion. On a fait Subbiotech, donc une école d'ingénieurs en biotechnologie, et nos 2 projets sont issus de notre cursus académique. Subbiotech. Et incubé au Génopole tous les deux. Et incubés tous les 2 au Génopole, ouais. D'accord, ouais, donc vous suivez. On suit, c'est ça, exactement. Très bien, c'est rigolo. Merci. Donc, si vous avez des questions plus sérieuses, n'hésitez pas, sinon j'en ai plein d'autres. Non, je rigole. Oui. Alors nous, concernant, on vient de recruter un docteur, donc pour l'instant c'est pas encore au programme, mais on espère que bientôt on aura des besoins plutôt sur les volets commerciaux. Mais effectivement ça va venir à terme forcément, on l'espère en tout cas. Et pour les autres éventuellement? Nous, c'est conditionné à la levée de fonds évidemment, mais on a un plan de recrutement et on est en effet sur des profils, alors peut-être plus quand même orientés à ingénierie biologique et matériaux, puisqu'on est sur ce type de thématique, mais la dimension environnementale est importante puisque on doit quantifier l'impact environnemental et le corréler aussi à ce fameux impact économique. Donc, je l'espère très prochainement, un besoin, oui. Dans un deuxième temps, peut-être. Nous, plutôt des postes aussi de commerciaux et marketing. Et côté GEPS, nous, on est en train de réaliser un plan de recrutement assez intense. On est passé de 12 à 20 en quasiment un an. Là. Et actuellement, on cherche un développeur informatique. Alors ça, c'est pas facile à trouver. Hein. Non, on en est bien conscient. On en est bien conscient. Il y en avait ce matin. Oui, plein. Mais je crois qu'ils sont un peu occupés d'après ce que j'ai compris. Ils ont peut-être des copains. Oui, sûrement. Et puis un commercial aussi, on est en train de renforcer notre équipe commerciale. Merci beaucoup. Le mot de la fin, il est pour Nicolas, évidemment. J'ai encore une petite question, mais plutôt... la question de la fin. La question de la fin. Ouais, 3 projets à ma gauche. Est-ce que vous avez étudié un petit peu où en sont les grands sur ces thématiques-là, sur vos thématiques propres? Est-ce qu'il y a des grands industriels qui sont déjà en place, qui ont déjà dépensé 1 milliard d'euros sur le sujet? Est-ce qu'il y a déjà des brevets? Est-ce que vous avez fait cette veille scientifique, une éventuelle veille biologique et scientifique?
Oui, alors aujourd'hui, nous, c'est le cœur de notre proposition de valeur sur le segment industriel, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Quentin. Les systèmes actuels coûtent pas cher. Alors c'est pas vrai dans tous les cas. Nous aujourd'hui, nos solutions coûtent, en tout cas c'est ce qu'on vise, 2 à 4 fois moins cher que les systèmes de traitement classiques. Donc bien sûr, on s'intéresse effectivement au milieu industriel, mais on va aussi aller voir des solutions dans différents domaines d'application plus variés. Et à chaque fois, oui, la question des coûts des procédés de traitement est au cœur à chaque fois de notre argumentaire, puisque ce que vous disiez tout à l'heure me semble assez juste. Ce qui intéresse aujourd'hui les industriels, c'est quand même la notion de réduction des coûts. En plus, réglementairement, je pense que le marché réglementaire tend à imposer justement des réglementations pour le traitement des effluents. Donc on est vraiment sur la notion de coût, la structure de coût qui en est engendrée. Ouais. Morgane, vous avez regardé un petit peu ce genre de thématique chez des grandes marques? Est-ce qu'ils réfléchissent Alors, à ces sujets? ils réfléchissent surtout à la personnalisation, parce qu'on est vraiment à l'ère de la personnalisation. Donc, on est vraiment pile poil dans les attentes des consommateurs actuels. Et donc, sur la chaussure, sur le sac, ça existe un petit peu déjà, sur le luxe plus particulièrement. Mais sur la chaussure, à part du talon interchangeable, il n'y avait pas de procédé. On a vraiment un nouveau modèle économique qui répond aux attentes des consommateurs actuels. Il y a de la place. Il y a de la place, ouais. Écoute, j'ai encore un petit peu de temps déjà pour peut-être faire un petit tour des remerciements. Déjà, merci à vous, Cécile, pour cette journée, pour cette énergie pendant les tables rondes et tout le reste. Merci encore à Jean-Michel Mousset, je ne sais pas s'il est parti, mais aussi... Bah non, j'espère pas quand même, parce qu'on Non, a besoin de lui pour je ne sais pas où il est, mais j'aurai l'occasion de le remercier à nouveau. Et merci beaucoup à la team Ludilab, à la team aussi... Oui, on peut les applaudir en technique. Merci beaucoup. Super boulot, comme d'habitude. Le son, l'image, Voilà, c'était vraiment top. Merci Gabriel, je ne sais pas s'il est dans les parages. Merci beaucoup. Et merci à vous, les investisseurs, les partenaires, les projets, les porteurs de projets. On a tous un petit peu bravé, pas les interdits, mais presque. Et donc merci pratiquement. Hein. On a mangé des chips. Rudy, je crois que c'est le pire. Hein. Il a pris la voiture pour aller en France, pour ne pas avoir à prendre l'avion de Belgique. Donc merci Rudy. Jawad aussi qui est venu de loin, qui était rentré de l'étranger aujourd'hui. Enfin, merci à tous. Merci Laurent, merci Barbara, la team Seed, Mathias, Edwige. Donc voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Merci, j'ai oublié ton prénom, Thierry, il me semble. Thierry Saunier au piano, Merci mais oui, bien beaucoup, sûr, c'est Thierry, pas fini d'ailleurs.